C'est le temps de l'information, mesdames et messieurs, bienvenue sur For You Télévision. Et bien pour ce bulletin d'information, la première partie c'est en langue anglaise avec vous, Dixon Abissé. Good day to you. Bon après-midi, Bala. Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for joining us on the last edition for the week. We kick off this first segment in the Central African Republic, where the president of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra, installed on Wednesday, September 14, the drafting committee of the Constitution for his country. The details are with you, Fotso. The drafting committee of the new constitution is composed of 55 personalities to reflect Central African society. They have 3 months to propose a new fundamental text adapted to Central African realities. In his remarks, Professor Touadéra declared before the deputies, the government and the representative of institutions to comply with the demands of the people and consider that no institution had the power to stand up to sovereignty popular. Faithful to his Republican commitment, the letter cannot remain insensitive to the pressing demand of his people to adopt a new fundamental law, declared Faustin Archange Touadéra. The Constitution of March 30, 2016 confers neither the President of the Republic nor on any other institution the power to stand up the popular sovereignty, to limit or prevent the exercise of this sovereignty. He also noted that the majority of these compatriots believe that the legal corpus should not be immutable, it must adapt. The Central African president also said he was delighted with the inclusive nature of the drafting committee of the new constitution, called upon to offer the Central African people a new foundation of the state, a supreme norm, a source of legitimacy, a new organization of public authorities, reflecting our habits, custom, the evolution of our society and of the world. We stay in the Central African part of the continent, where we take you to Chad, where jailed Chadian rebel has been pardoned by the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and released from prison, his brother and Chad's government have said. Tom Edmi, the twin brother of the Union of Resistance Forces UFR leader Timan Edmi, was released on Tuesday after several months of imprisonment in Egypt. He should return to Chad at the end of the week, the brother told a news agency on Wednesday, September 14. We move away from Central Africa to take you to the western part of the African continent, where after the release of 3 female Ivorian soldiers, Ivory Coast has called on the West African's political bloc ECOWAS to help release 46 soldiers detained by Mali's military government, a government spokesperson said on Wednesday, after Togolese-led mediation effort appeared to have failed. Take a listen to this report. Ivory Coast has called on West Africa's political bloc ECOWAS to help release 46 soldiers detained by Mali's military government, a government spokesperson said on Wednesday, after a Togolese-led mediation effort appeared to have failed. Mali detained the soldiers in its capital Bamako on July 10 after accusing them of being mercenaries who flew in without permission. According to Ivory Coast, they were part of a security and logistic contingent working under the UN peacekeeping mission in Mali. The government has made repeated pleas for their release, all to no avail. In a televised statement on Wednesday, government spokesperson Amadou Coulibaly called for an extraordinary meeting of the Economic Community of West African States ECOWAS to resolve the issue. Mali's military, which took over power for a course of 2 coups in 2020 and 2021, is yet to comment after releasing 3 female Ivorian soldiers over a week ago. Mali's interim president Colonel Assimi Goïta this month accused Ivory Coast of providing asylum to political figures wanted by his government and called for a mutually beneficial solution to the rule. Former colonial power France pulled troops out last month, ending a 10-year mission after a protracted row about airspace, troop movements and Mali's decision to ally with Russian mercenaries from the Kremlin-linked Wagner Group, hundreds of which are now working alongside Mali's army. ECOWAS imposed strict sanctions on Mali this year, weakening its fragile economy.
It's worth noting that he lifted them up in July after rulers agreed for a 20-month transition to civilian rule. From one region to the next, we take you to East Africa, precisely Kenya, where shortly after the Kenyan government partially removed subsidies that protected customers from global increase in oil prices, there is once again a hike in the prices of fuel across the country. The details are with our student journalist, Ewane Epole. The energy regulator on Wednesday, 14 September 2022, said late in the night that the subsidies had been removed for super petrol and that a smaller subsidy has been retained for diesel and equally for kerosene. In the new prices, super petrol, mostly used by private motorists, will now cost about 179 shillings per litre, up from $1.3, while diesel, which is used by transporters and industries, will cost about $1.4 in the capital, Nairobi. Kerosene, which is mainly used by low-income households for cooking and lighting, will cost about $1.2 per litre. This increase comes after President William Ruto, in his inauguration speech on Tuesday, September 13th, referred to fuel and food subsidies as being costly and ineffective. As a reminder, Ruto affirmed on Sunday that Kenya was in a debt economic hole and mentioned repeatedly his promise to lower the cost of living, which for him is a priority upon taking office. The East African political and economic powerhouse is reeling from a once-in-a-generation drought, and inflation is at 5 years' high. In June, the World Bank projected Kenya's GDP will grow by 5.5% in 2022, a moderation following last year's recovery when the country's economy grew by 7.5%. From East Africa, we now take you to the northern part of the African continent, precisely Angola, after elections, where the re-elected president of Angola, João Lourenço, took office this Thursday, starting his second mandate. In his inauguration speech, João Lourenço elected social welfare and the economy as his priorities. We will continue to invest in human beings as the main agent of development, in their education and training, in healthcare, in decent housing, in access to drinking water and electricity, in being or basic sanitation. We will continue to work on policies and good practices to promote and encourage the private sector of the economy, to increase the supply of nationally produced goods and services, increase exports, but especially for the younger people, create more jobs, and of course more and more for Angolans, especially the young, said the re-elected president. It is worth mentioning that this is his second 5-year term in office. To wrap up this first segment, we are still in the northern part of the African continent, where we move away and take you to Egypt, where the Biden administration has recently decided to withhold $130 million of its foreign military aid to the northern African country over the country's failure to fulfill human rights conditions. U.S. officials made this announcement on Wednesday, September 14, 2022. Take a listen to this report. The Biden administration has decided to withhold $130 million of foreign military aid to Egypt over its failure to fulfill human rights conditions, U.S. officials said on Wednesday, will allow some funds to go through due to its determination that Cairo has made progress on political detentions. U.S. Secretary of State Antony Blinken expressed that Cairo, by releasing hundreds of jailed individuals, had made some progress on political detentions and due process. Several rights groups have pushed for withholding of all of a $300 million portion of aid to the northern African country placed under conditions by the U.S. Congress. The rights groups have cited widespread human rights abuses under President Abdel Fattah al-Sisi's government, including torture and enforced disappearances. The aid that Blinken has decided to withhold accounts for 10% of the $1.3 billion allocated for Egypt annually.
Washington is allowing $75 million to be released to Egypt, citing progress related to political detention and due process, including the release of about 500 political detainees this year. Cairo will release another $95 million under the stationary exception related to counterterrorism, border security, and non-proliferation funding, State Department officials said. President Osisi had denied there are political prisoners in Egypt, adding the stability and security are paramount and authorities are promoting rights by trying to provide basic needs such as jobs and housing. It's with that report in Egypt that we put a stop to the first segment of this newscast. The second segment is going to be in the French language with Yubala. Bonsoir une fois de plus. Good day to you, Dix Nabissé. Bien, mesdames, messieurs, votre fidélité nous honore sur les antennes de For You Télévision. Et bien, pour cette seconde partie en langue française, nous débutons du côté du Mali et nous parlons justement de la semaine de la réconciliation nationale qui s'est ouverte du côté du Mali hier 15 septembre 2022. Et à cet effet, justement, le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé le lancement des activités de la première semaine nationale de la réconciliation. C'était le jeudi 15 septembre 2022 au Centre international de la conférence à Bamako. Et à cette occasion, justement, le chef de l'État a fait savoir que cette cérémonie est une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. À cet effet, justement, nous vous invitons à écouter cet extrait sélectionné par la rédaction de For You Radio. La cérémonie qui nous réunit ce matin est, à plus d'un titre, une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. La grande mobilisation à cette première édition de la Semaine nationale de la réconciliation en est un témoignage éloquent. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricides et dévastateurs qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans nos terroirs. Au fil de ce conflit, le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détérioration du vivre ensemble et du brassage culturel qui ont toujours caractérisé le Mali, berceau des grands empires. Face à cette situation, de nature à compromettre la cohésion sociale, les pouvoirs publics ont initié de nombreux mécanismes de résolution des crises, dont l'institution d'une semaine de la réconciliation nationale demandée par les Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. Cette semaine, qui participe d'un esprit de promotion des valeurs fondatrices de notre vie sociale, à savoir, entre autres, la solidarité, l'humilité et le pardon, sera, j'en suis convaincu, une grande opportunité que les fils et filles du Mali mettront à profit pour panser les plaies malheureusement causées par l'incompréhension et prévenir d'autres blessures. C'est pourquoi il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Par les temps qui courent, le Mali en a fortement besoin. En promouvant le dialogue sincère, facteur de pardon et de cohésion, nous ne faisons que revenir aux valeurs fondamentales que nous ont léguées nos aïeux. Les différentes initiatives jusqu'à ce jour prises par les autorités de la transition s'inscrivent dans la droite ligne de la préservation des fondements même de notre nation, mise à rude épreuve par les réalités du moment. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Je ne doute point de votre volonté d'apporter toute votre contribution à l'édification de cette nation
et résolument engagés dans une dynamique de refondation. Je ne saurais clore mon propos sans saluer l'engagement constant de tous nos partenaires dans le processus de paix et de réconciliation dans notre pays. Je fonde donc un grand espoir sur la participation massive de tous les Maliens aux activités de la Semaine nationale de la réconciliation afin d'en faire un succès grandiose aussi bien dans l'ensemble des régions que dans les juridictions de toutes les ambassades du Mali. Que chacun puise dans ses ressources les plus profondes afin d'avoir la force de pardonner aux autres à mesure de se faire pardonner. Car pardonner, c'est retrouver la paix intérieure. C'est tout simplement vivre en paix. Sur ce, je déclare lancer la Semaine nationale de la réconciliation. Je vous remercie. Eh bien, cette semaine qui s'étendra jusqu'au 21 septembre 2022 est une importance capitale pour le Mali. Et justement, venons sur les tenants et les aboutissants de cette semaine dans cet extrait sélectionné par la rédaction de For You Télé. 2022 s'ouvre la Semaine nationale de la réconciliation sur l'ensemble du territoire national, sans exclusion aucune. Cette semaine est dédiée à la réconciliation, à la paix, au pardon, à la cohésion et au vivre ensemble entre les filles et les fils de notre pays, le Maliba. Cette cohabitation harmonieuse et pacifique, tant enviée et tant variée, se voit aujourd'hui mise à mal suite à des crises cycliques favorisant une insécurité grandissante et généralisée, une fissure du tissu social et un effritement des valeurs telles que la tolérance, le pardon et la solidarité. C'est pourquoi la semaine du 15 au 21 septembre 2022, marquant la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, sera mise à profit pour parler de nos valeurs séculaires, celles-là même qui ont fondé le ciment de notre unité nationale et notre cohésion sociale, notamment le Sinankouya, le Nimoya, le Siginoya, le Bouraya, pour ne citer que ceci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le génie de notre peuple et la grandeur de notre nation résident dans la densité de son intelligence collective et la diversité de ses couleurs, de son savoir et de ses croyances. Cette première édition sera célébrée sous le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Rappelons que la Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale dans son article 7 afin d'asseoir les jalons d'une paix durable, facteur de sécurité et de développement. C'est pourquoi j'en appelle à l'ensemble des Maliens, femmes et hommes, jeunes et vieux, noirs et blancs, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, comme ceux établis à l'extérieur, de s'investir chacun en ce qui le concerne, là où il se trouve, selon le pouvoir et le savoir dont il dispose pour le retour de la paix à travers la réconciliation. De façon particulière, j'en appelle aux autorités traditionnelles, aux artistes, aux leaders religieux, aux enseignants et aux hommes de médias pour prendre leur rôle et place, tout leur rôle et toute leur place dans la construction citoyenne à travers la culture de la paix. Votre rôle est essentiel pour la construction et la régulation des consciences. Eh bien, tels sont les mots du ministre malien, le colonel-major Ismaël Ouagé. Eh bien, nous fermons cette page du Mali et nous nous dirigeons donc du côté du Tchad. Tom Erdimi, le frère jumeau de l'ancien chef rebelle Timan Erdimi, est sorti de prison et donc est finalement libre. Eh bien, l'annonce a été faite par le secrétaire général adjoint à la présidence tchadienne, Ousmane Abraham Djourou. Tom Erdimi sort donc de prison à la suite d'une grâce présidentielle que lui a donc accordé, j'y arrive, Abdel Fattah al-Sisi sur une demande du président de la transition tchadienne, Mamad Idriss Déby Itno. Et puis cette décision de Tom Erdimi était l'une des conditions pour que l'Union des forces de la résistance intègre le dialogue national inclusif et
et bien sûr le dialogue inclusif qui se tient donc actuellement du côté du Tchad. Et bien dans ce reportage, nous venons pour plus de détails. Tom Erdimi est libre. Emprisonné depuis plusieurs mois en Égypte, le frère jumeau de Timan Erdimi a été gracié par le président Abdel Fattah al-Sisi. Neveu de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, Tom Erdimi fut par ailleurs son directeur de cabinet en 1991, avant d'être chargé de certaines activités pétrolières. Il était entré en rébellion en 2005, conduisant plusieurs offensives visant à renverser M. Déby en 2008 et 2019. Une opération qui lui vaudra une condamnation à mort par contumace, alors même qu'il était en exil à l'étranger. La libération de Tom Erdimi sonne comme une lueur d'espoir, celle qui verra la réintégration de l'Union des forces de la résistance au dialogue national, inclusif et souverain, actuellement en cours en N'Djamena. Rappelons que depuis novembre 2021, le pouvoir de transition avait déjà accordé une amnistie générale aux rebelles affirmant vouloir faire table rase des vestiges hérités des périodes sombres du Tchad. Le dialogue national inclusif et souverain qui se tient actuellement devrait permettre au président du Conseil militaire de transition, Mamad Idriss Déby, de rendre le pouvoir aux civils par la voie des élections libres et démocratiques. Eh bien, rendons-nous à présent du côté du Kenya. Alors que l'investiture en tant que président au terme d'une élection serrée, controversée mais plutôt pacifique, les décisions pour la bonne gouvernance sont déjà prises par William Ruto et parmi elles justement il y a donc la fin des subventions aux produits pétroliers, nous dites-vous dans ce reportage Madone. À la suite de cette décision, c'est une hausse de 12% qui a été immédiatement constatée sur les prix du gasoil, du kérosène respectivement coûteux de 20 et 25 shillings selon l'EPRA, Autorité de régulation de l'énergie et des produits pétroliers au Kenya. Des tarifs applicables jusqu'à la date du 14 octobre. William Ruto vient ainsi mettre fin à une politique de subvention mise sur pied par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, jugée inefficace et trop onéreuse pour l'État qui avait pour but de soutenir les prix à la pompe et maintenir la désescalade chez les bas peuples. Il s'agit de 144 milliards de shillings. Le président Ruto, dont le pays possède l'une des plus influentes économies en Afrique, a annoncé lors de sa campagne électorale qu'il travaillait à des mesures pour la baisse de l'inflation, aujourd'hui estimée à plus de 8%. En juillet dernier, le gouvernement annonçait déjà ses intentions de supprimer ces subventions coûteuses pour l'État et selon le secrétaire du cabinet au Trésor national et à la planification, Okour Yatani, cette décision visait à diminuer le budget de l'État ainsi que permettre la réorientation des dépenses publiques vers des secteurs qui soulageraient la classe vulnérable. La subvention en voie de dépasser son allocution augmenterait donc la dette publique. Aujourd'hui, le défi du nouveau dirigeant du Kenya est de rattraper ce gouffre financier, longtemps crié par ses subventions onéreuses, mais plus que jamais, dans la même foulée, contenir l'inflation qui pourrait devenir une cause de grogne au sein du peuple qui supporte déjà mal les conditions de vie difficiles avec la cherté sur les étals et désormais à la pompe qui devrait être suivie par une augmentation des tarifs de transport. Les 100 jours dont dispose Ruto pour respecter ses promesses sont entamés de moins de 10 jours. Eh bien, c'était Madone. Allons à présent du côté de l'Afrique centrale, plus précisément du côté du Cameroun. 138 personnes sur 3027